Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au moins une personne a été tuée par balle et 6 blessés ce jeudi au Bénin. Ce, lors d'une intervention de l'armée pour disperser les manifestants protestant contre l'absence de l'opposition à l'élection présidentielle le dimanche prochain. Le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a tenu ce mercredi un dernier rassemblement électoral avant l'élection du vendredi. Il dirige sans partage depuis 1999 ce pays de la Corne de l'Afrique. En RD Congo, plus de 6 000 personnes ont été tuées dans la région de Béni depuis 2013 et plus de 2 000 dans la province voisine de l'Ituri en 2020. C'est l'alerte qu'a donnée ce jeudi l'épiscopat congolais. Voilà pour le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Au moins une personne a été tuée par balle et 6 blessés ce jeudi au Bénin. C'était lors d'une intervention de l'armée pour disperser des manifestants protestant contre l'absence de l'opposition à l'élection présidentielle de dimanche prochain. Les précisions. Nous avons reçu un cas de décès par balle et 6 personnes blessées par balle, a affirmé José Goudjor, le directeur du dispensaire de Boni, un quartier de la ville de Savé dans le centre du Bénin. Des soldats sont intervenus dans la matinée à Savé pour déblayer des barrages montés depuis lundi par les protestataires sur la route principale. Selon des témoins, les militaires ont tiré en l'air pour disperser les manifestants avant de dégager la chaussée. Depuis le début de la semaine, de nombreuses manifestations ont touché le nord et le centre du Bénin, où la route principale qui descend vers la capitale économique Cotonou a été coupée par des électeurs mécontents de l'absence de l'opposition au scrutin présidentiel. Face à Patrice Talon, ancien Maya du coton arrivé au pouvoir en 2016, 2 candidats quasiment inconnus du public, les anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Koroué. Tous deux sont taxés de candidats fantoches par la plupart des opposants béninois qui n'ont pas été autorisés à se présenter. Les grandes figures de l'opposition sont en exil ou condamnées à des peines d'inéligibilité. D'autres ont vu leur candidature recalée par la commission électorale car ne disposant pas d'un nombre suffisant de parrainages. Institution nationale indépendante chargée des droits de l'homme, la Commission béninoise des droits de l'homme veut observer de manière spécifique les élections à venir. Pour cette présidentielle, ces délégués seront présents dans les 77 communes du pays pour cette surveillance. On écoute les responsables de la Commission pour plus de précision. Cette surveillance, que nous appelons aussi monitoring, consiste en la collecte active, la vérification et l'usage immédiat d'informations afin d'améliorer la protection des droits de l'homme au cours du processus. Nos moniteurs et commissaires vont s'informer sur des faits et les incidents en matière de violation des droits de l'homme. Ils visiteront les centres et les postes de vote, verront les difficultés sur place et vont s'entretenir avec les acteurs et tenter de parvenir à des remèdes afin d'assurer en toutes circonstances la garantie et le respect des droits de l'homme. La Commission béninoise des droits de l'homme jouera sa partition et surtout à travers ses différents membres, des avocats, des magistrats, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, des syndicalistes. Chacun de nous jouera sa partition afin que nous puissions, au soir du premier tour des élections présidentielles prévues pour le 11 prochain, nous puissions, par rapport à ce qu'on aurait constaté, par rapport au monitoring des violations des droits de l'homme, qu'on aurait apprécié
résolus aux besoins sur le terrain, nous puissions avec vous faire le point. Nous rappelons que la Commission n'est pas habilitée à parler des résultats. Au Niger, le nouveau président Mohamed Bazoum a formé ce mercredi sa nouvelle équipe gouvernementale de 32 ministres. Selon la liste du gouvernement, le parti au pouvoir conserve les portefeuilles clés. Après la prestation de serment du nouveau Premier ministre devant les députés, le Niger a un nouveau gouvernement. Ce premier cabinet du président Mohamed Bazoum est composé de 33 ministres, dont 5 femmes. Il est essentiellement composé de personnalités des partis de la mouvance présidentielle, la MRN, Mouvance pour le renouveau national, qui ont soutenu la candidature du président Bazoum entré en fonction le 1er avril dernier. Dans ce gouvernement, beaucoup de jeunes ont fait leur entrée. Ahmad Didoud, jusqu'ici en charge du budget, devient ministre des Finances en remplacement à Mamadou Diop. La justice, le plan et l'éducation nationale sont également occupés par des jeunes. L'ex-ministre de l'Intérieur et des Finances, Assoumi Massoudou, membre influent du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS au pouvoir depuis 2011, devient chef de la diplomatie. Alkash Alada est reconduit à l'intérieur, alors que Al-Kassoum Indatou, autre personnalité importante du parti, est nommé à la défense. Maman Sani Mamadou, le fils de l'ancien président Mamadou Issoufou, se voit confier le ministère du pétrole, un poste qu'avait occupé pendant 10 ans Foumakoy Gado, autre ponte du régime. 2 alliés du PNDS sont reconduits. Lawan Magagi, à l'action humanitaire et à la gestion des catastrophes, et Ilyassou Idi Maïnassara, à la santé. Le portefeuille de la justice, occupé depuis 10 ans par Marou Amadou, est confié à Boubacar Hassan, qui entre pour la première fois au gouvernement. Le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, qui règne sans partage depuis 1999 sur ce pays de la Corne de l'Afrique, a tenu ce mercredi un dernier rassemblement électoral avant l'élection de vendredi. Cette présidentielle qui devrait être sa dernière présentation. Le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, 73 ans, candidat à sa propre succession, préside depuis 22 ans aux destinées de ce territoire désertique. Il a tenu ce mercredi son dernier meeting de campagne avant le scrutin de vendredi. Ces 4 mandats ont été marqués par un développement de l'économie reposant sur l'essor des ports et des structures logistiques, mais aussi par un exercice du pouvoir autoritaire, laissant peu de place à la contestation ou à la liberté de la presse. La présidentielle de vendredi, où Ismaël Omar Guelleh se présente pour un 5e mandat, devrait être son dernier tour de piste. En 2010, une réforme de la Constitution a, à son initiative, supprimé la limitation à 2 mandats présidentiels, mais a aussi instauré un âge maximum de 75 ans pour les candidats. Malgré une vague d'infections à la Covid-19, avec actuellement près de 200 cas quotidiens et 23% de positivité des tests, la campagne électorale du parti du chef de l'État, l'Union pour la majorité présidentielle UMP, a rassemblé des milliers de militants. Dans un court discours en langue somali, le président a martelé un appel à l'unité et au développement du pays. Au cours de la campagne, plusieurs manifestations contre un 5e mandat du président Guelleh ont rassemblé parfois une 50aine de personnes, souvent suivies d'arrestations. En face, Zakaria Ismaël Farah, 56 ans, est un homme d'affaires spécialisé dans les produits de désinfection, fraîchement débarqué en politique. En l'absence des leaders historiques de l'opposition qui boycottent le scrutin, cet inconnu du grand public représente la seule alternative à Ismaël Omar Guelleh, figure incontestée du pouvoir qui a remporté avec plus de 75% des voix chaque présidentielle à laquelle il a participé. Je l'ai annoncé en titre, plus de 6000 personnes ont été tuées dans la région de Béni depuis 2013 et plus de 2000 dans la province voisine de l'Ituri en 2020. Ce dans des violences qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'alerte qu'a donnée ce jeudi l'épiscopat congolais. Les violences en cours ont fait plus de 6000 morts à Béni depuis 2013 et plus de 2000 à Bunia pour la seule année 2020,
a déclaré le porte-parole des évêques catholiques de la RDC lors d'une conférence de presse. Dans les régions de Béni, dans la province du Nord Kivu et dans celle de l'Ituri voisine, on compte également au moins 3 millions de déplacés et environ 7 500 personnes kidnappées, a-t-il ajouté. L'abbé présentait un message dans lequel les prélats congolais ont dénoncé l'occupation des terres, l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'enrichissement sans cause, l'islamisation de la région au mépris de la liberté religieuse. Les évêques ont aussi dénoncé l'incendie des maisons et villages, la destruction et la fermeture des écoles et des centres de santé, la mise à sac des bâtiments administratifs, le pillage des bêtes, champs et cultures dans cette région orientale du pays. L'armée mène des opérations militaires dans ces régions dont le résultat est mitigé, selon la SENCO, qui soutient que certains officiers sont accusés de torpiller les avancées des hommes de rang et des officiers subalternes. Les prélats ont par ailleurs dénoncé la mendicité et le détournement de la solde des militaires de rang et de leur ration à la base de l'amenuisement de leur motivation. Ils estiment que l'armée congolaise est infiltrée par des éléments étrangers et dénoncent la présence des anciens rebelles du RCD, du CNDP et du M23 dans les rangs des militaires engagés dans les opérations à l'Est et soupçonnés de complicité avec l'ennemi. Ces groupes rebelles étaient tous soutenus par le Rwanda dans un passé récent. Le président rwandais Paul Kagame a estimé ce mercredi que le rapport Duclerc sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis en 1994 est un important pas en avant. Il a fait cette déclaration au moment où Paris ouvre au grand public d'importantes archives sur le sujet. 27 ans après le début du génocide, Paul Kagame a affirmé que ce rapport, qui pointe des responsabilités lourdes et accablantes de la France, marquait un changement. The report shows that President Le rapport du CLEC montre que le président Mitterrand et ses plus proches conseillers savaient qu'un génocide contre les Tutsis était planifié par leurs alliés au Rwanda. Their allies in Rwanda. We welcome this report because it marks... Nous saluons ce rapport parce qu'il marque un important pas en avant vers une compréhension commune de ce qui s'est passé. Il marque aussi un changement, il montre une volonté. Change, it shows the desire. Rwanda will also have a word to say. Le Rwanda aura également son mot à dire dans un avenir proche. En fait, c'est peut-être autour de la 3e semaine de ce mois. Les conclusions que nous avons entre les mains, basées sur le travail effectué par les personnes qui ont été mandatées pour le faire, sont presque similaires ou parallèles à ce qui a été fait en France. Parallel to what was being done in France. The decades-long effort by certain... Les efforts déployés depuis des décennies par certains responsables français pour dissimuler leurs responsabilités ont causé des dommages importants. L'histoire a été falsifiée en promouvant les mensonges du soi-disant double génocide, notamment avec le rapport Mapping. The Mapping Report. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.